Ils ont dit qu'ils voulaient que je sois là, jurant de haut en bas que ça ne serait pas pareil sans moi. Viens en avion. Mais Amy, ont-ils dit, nous voulons que tu sois ici pour l'action de grâce. Alors, je l'ai fait, j'ai emballé le plat à tarte, j'ai emballé mon cardigan, j'ai emballé chaque once de douceur qu'il me restait, et puis j'ai attendu. J'étais à la porte 3A de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, debout sous le panneau des arrivées, avec ma valise à roulettes. À côté de moi, manteau plié soigneusement sur un bras. Les gens passaient en hâte avec des fleurs, des ballons, des petits-enfants tenant des pancartes. Certains s'enlaçaient, certains pleuraient. Tous étaient réclamés. Je me tenais comme un colis mal placé. Le vol avait atterri il y a 42 minutes. J'avais vérifié 2 fois. J'avais aussi relu le texto de ma belle-fille 3 fois. On sera là. Les enfants ont hâte de te voir. Suivi d'un emoji keur. J'avais répondu vol atterri à 15 hâte d'embrasser tout le monde. Pas de réponse. J'ai gardé mon manteau plié, car il faisait chaud à l'intérieur. Je ne me suis pas assise, car ça semblait. Une fois assise, abandoner, céder. Je ne voulais pas ressembler à une femme qu'on avait oubliée. À un moment, mon téléphone a vibré. Pas un appel, pas même un texto, une notification de réseaux sociaux. Mon cœur a battu plus vite. Pas parce que ces choses m'importaient, mais parce que parfois. C'est là que ma famille poste des photos avant de penser à m'appeler. J'ai ouvert l'application. Voilà, tous. Mon fils Grégoire dans le pull bleu marine que j'avais envoyé l'an dernier. Sa femme Méline, souriant, grande et bronzée comme toujours. Les enfants, Elio et Rubis, serrés autour d'une table avec des bougies. Dinde, purée de pommes de terre. Une tarte qui n'était pas la mienne. Tous levant leur verre dans un toast. Liegende, Maisonplein, Kurspleins. Joyeuse action de grâce de notre famille à la vôtre. Mes yeux ont parcouru l'image encore une fois. Pas d'erreur. Il n'y avait pas de place pour moi à cette table. Je n'ai pas pleuré. Pas. Alors, je me suis juste retournée, enfilé mon manteau et commencé à marcher hors du terminal, passant les taxis, les panneaux de navette. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose. Je n'attendrai pas qu'ils se souviennent de moi. 3 jours avant mon vol, Grégoire a appelé. Ça seul aurait dû m'alerter. Mon fils n'appelle pas souvent, sauf si un anniversaire, une facture ou une raison. Mais cette fois, sa voix était douce comme du sirop, exagérément joyeuse. Salut, maman, tu fais quoi pour l'action de grâce? Je lui ai dit que je prévoyais de rester chez moi. Rôtir un petit poulet. Peu. Être faire une tarte si mes mains coopéraient. Regarder un vieux film. Rien de sophistiqué. Et je dis, juste moi et la radio. Il a marqué une pause, comme s'il calculait quelque chose. Eh bien, a-t-il dit, les enfants ont demandé après toi. On pensait que tu pourrais venir ici, cette année. Tout le monde sera ensemble. Ça ne semblerait pas juste sans toi. Cette partie, ça ne semblerait pas juste sans toi, ça m'a fait quelque chose. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie vraiment désirée quelque part. Nécessaire, ah oui, sollicitée, dépendante, mais pas désirée. Il y a une différence. Alors, j'ai dit oui. J'ai dit que je trouverais un vol. Grégoire n'a pas proposé de le réserver ou de me rembourser. Et je n'ai pas demandé
J'avais encore l'enveloppe avec l'argent de Noël que j'avais mis de côté pour les urgences. J'y pensais ce qui s'accompte. Après avoir raccroché, j'ai fixé le téléphone un moment, doigt encore recourbé. J'ai essayé de me rappeler la dernière fois que je m'étais sentie excitée, pas inquiète ou anxieuse ou obligée, juste sincèrement excitée. La dernière fois que quelqu'un m'avait invité sans ajouter une demande de quelque chose. Ça faisait des années. J'ai réservé le billet ce soir-là, trouvé un vol direct en promotion. J'ai même payé 12 € supplémentaires pour choisir un siège, avec plus d'espace pour les jambes. Et dire, peut être, mais je me suis dit que si j'allais traverser la moitié du pays, autant le faire, avec un peu de confort. Le lendemain, je suis allée faire du shopping. Pas juste pour des cadeaux, bien que j'ai pris 2 livres pour les enfants et une boîte de truffes au chocolat noir que Méline aimait autrefois. Non, j'ai aussi acheté quelque chose pour moi. Un nouveau cardigan, bleu marine, laine douce, le genre qui drape juste bien aux hanches et vous fait sentir que peut-être vous appartenez aussi à l'image. J'ai fait mes bagages 3 jours à l'avance, vérifié la météo à Lyon, réglé le chauffage au minimum, sorti les poubelles tôt. Je n'ai pas dit à mon groupe de bridge que je partais. Il poserait trop de questions. Et peu est une partie de moi ne voulait pas porter malheur. Ça faisait si longtemps que quelqu'un avait dit « Viens, on veut que tu sois là ». J'ai pris l'avion le matin de l'Action de Grâce. L'aéroport était bondé. Plein de gens avec des sacs à roulettes, des écouteurs, des oreillers en forme d'animaux. J'ai souri à un bébé de l'autre côté de l'allée. Partagé un regard avec une autre femme, plus âgée, lisant un livre de poche, toutes deux avec les mains sur les genoux, toutes deux avec des histoires non dites. Quand l'avion est atterri, j'ai lissé ma jupe et brossé les miettes de mon giron. J'avais apporté mes belles chaussures, les noires avec un petit talon. Je voulais ressembler à la femme qu'on invite et je le croyais jusqu'à ce que je ne le sois plus. La marche de la récupération des bagages à la sortie semblait plus longue que d'habitude. Peut être à cause du poids de la valise, peut être du poids de quelque chose d'autre entièrement. J'ai roulé mon sac devant les kiosques à café, les familles se réunissant, la jeune femme pleurant de joie dans l'épaule de son petit ami. Je ne me sentais pas amère. Alors, juste déplacé, comme si quelqu'un avait mis sur pause sur moi pendant que le reste du monde continuait en mouvement. The Horse. Le ciel était gris avec cette lumière terne du centre de la France qui rend même l'air lourd. Mon téléphone était toujours silencieux. Pas de texto, pas d'appel manqué. J'ai vérifié l'heure encore. 15h54. Le dîner de l'Action de Grâce ne commencerait probablement pas avant 17 ou 18. Peut être qu'ils étaient occupés. Peut être que les enfants étaient agités ou la dinde avait besoin d'être arrosée. Il y avait une douzaine de raisons, toutes inoffensives, mais même les raisons inoffensives piquent quand on se tient seul aux arrivées. J'ai attendu sur le trottoir encore 20 minutes avant que mes genoux ne commencent à protester. Je me suis assise sur un banc. J'ai regardé des étrangers monter dans des voitures qui connaissaient leur nom. J'ai vu une femme en doudoune apporter un chocolat chaud et une étreinte à sa belle-mère. La belle-mère semblait plus âgée que moi. Cette étreinte, brève, serrée, réelle, a atterri droit dans la partie creuse de ma poitrine. À un moment, j'ai essayé d'appeler. Grégoire n'a pas répondu. J'ai laissé un message, dit que j'avais atterri,
dit que j'étais au point de ramassage habituel devant la porte B sous le panneau avec l'avion dessus, dit que j'espérais que tout allait bien et que j'attendrais un peu plus. Mais je savais déjà, avant de rouvrir l'application, avant que la photo ne charge, avant de voir la sauce au canneberge et la longue table en bois et la légende sur les cœurs pleins. Ce n'était pas la première fois qu'on m'avait oublié, mais c'était la première fois que je m'étais permis d'admettre que c'était ça. Je me suis levé, épousseté mon manteau et tiré la valise derrière moi. Pas de taxi, pas d'Uber, juste moi et le trottoir. Un homme poussant une poussette a offert un sourire fatigué. J'ai hoché la tête en retour. Drôle comme dans les aéroports ou à l'extérieur, on peut parfois se sentir plus vu par des étrangers que par son propre sang. Il était presque 17, alors. L'air était devenu plus vif, le genre de froid qui glisse sous votre col et demande « Et maintenant, Rébi ?» J'ai pas répondu, juste continué à marcher. Mes chaussures n'étaient pas faites pour autant de pavés, mais je n'ai pas arrêté. À environ un demi-kilomètre, juste après un retour de location de voiture, je l'ai vu, un petit bâtiment trapu avec une enseigne néon qui disait « Dîner de Tina ». L'œil clignotait par intermittence. Les fenêtres étaient embuées de la chaleur à l'intérieur. Quelqu'un avait collé des dindes en papier sur la vitre. Je suis entré, la cloche au-dessus de la porte a tinté. À l'intérieur, le dîner sentait la graisse chaude et la cannelle des banquettes en vinyle d'Asmernos. Un comptoir avec des tabourets fissurés. Il y avait peu être 6 personnes à l'intérieur. Une homme en feste UPS, un couple plus âgé mangeant en silence. Une serveuse avec une queue de cheval courte qui a levé les yeux quand je suis entré. Elle dit « Joyeuse action de grâce, ma chérie, pareil pour vous. » Et je dis, surprise par la stabilité de ma propre voix, j'ai choisi une banquette près de la fenêtre, glissé dedans. Le siège était chaud, la table était propre, j'ai retiré mon manteau. La cuisine est lente aujourd'hui, a dit la serveuse en me tendant un menu, mais nous avons de la dinde et de la tarte. La tarte semble bonne. Ai-je dit, quel genre? Elle a souri. Citrouillet, noix de pécan, au citron verte, citrouille et un thé. S'il vous plaît, vous l'aurez. J'ai regardé par la fenêtre en attendant, ma valise à côté de moi. Un petit chien obéissant. Mon téléphone, face cachée sur la table, a vibré une fois. Je ne l'ai pas retourné. La tarte est arrivée. Elle était chaude avec une touche de crème fouettée qui penchait un peu. Le thé était fort et légèrement amer. Juste comme je l'aime, j'ai pris une bouchée, puis une autre. C'était le meilleur morceau de tarte que j'avais eu depuis des années. Peut être pas à cause des épices ou de la croûte, peut être parce que pour une fois, je ne l'avais pas faite pour quelqu'un d'autre. J'ai mangé lentement. Je n'ai pas précipité, je n'ai pas fait défiler. Je n'ai pas attendu que quelqu'un se montre et me dise que c'était un malentendu. Il ne venait pas aujourd'hui, peut être jamais. Et pourtant, j'étais là, entière, respirante, assise à une banquette sous des daines en papier, laissant la chaleur revenir à mes doigts. Quand la serveuse a apporté l'addition, elle a demandé une autre part à emporter. J'ai pensé un moment, puis j'ai hoché la tête. Oui, pour plus tard. Elle a fait un clin d'œil. Meilleure décision de la journée. J'ai souri, pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle avait raison. L'air était plus vif en ressortant. Le petit sac blanc
avec ma deuxième part de tarte, pendait d'une main et ma valise roulait derrière moi avec un léger cliquetis plastique. Je n'avais pas de plan, pas d'hôtel réservé, personne n'attendant. Mais d'une certaine manière, il y a une santé perdu. Pas exactement. Il y a une sorte de paix qui vient quand on cesse enfin d'attendre que ceux qui vous ont blessé le réparent. Le vent s'est levé pendant que je marchais. Ce n'était pas loin du motel économique le plus proche. J'avais vu l'enseigne en marchant depuis l'aéroport. Auberge-la-Vallée, tarif hebdomadaire disponible. Rien de chic, un bâtiment carré, basse, peint en beige avec une machine à vendre à la porte d'entrée. Mais il y avait des lumières allumées. Et pour l'instant, c'était assez. Dans le hall, un homme derrière le comptoir regardait un match de football sur un petit téléviseur. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Son visage, une carte d'ennui et de graisse de friteuse. Besoin d'une chambre. Oui, juste pour une nuit. Et je dis, simple. J'ai baissé les yeux sur moi. Mes belles chaussures étaient raflées de la marche. Mon cardigan sentait légèrement l'avion. J'ai hoché la tête. Simple. Il a glissé un formulaire sur le comptoir. Carte d'identité et carte. Je les ai tendues pendant qu'il tapait. J'ai jeté un œil au téléviseur. Une équipe en rouge et or perdait gravement. L'homme ne semblait pas s'en soucier. Chambre 114, a-t-il dit, me glissant une clé sur un anneau fragile. Au bout de la rangée, je l'ai prise, l'ai remercié et roulé ma valise sur le trottoir. La chambre est exactement ce à quoi je m'attendais. 2 lampes aux abat-jours, dépareillées, un couvre-lit à motif brun pâle, un téléviseur plus vieux que mes 2 enfants. Mais c'était chaud. Il y avait un radiateur fonctionnel et une salle de bain étonnamment propre. J'ai retiré mes chaussures et me suis assise sur le bord du lit. Me spiet me face eenmaal. Mon dos encore plus. Mais mon corps. La partie qui aurait dû être brisée semblait étrangement intacte. J'ai fixé le téléphone longtemps avant de le retourner. 3 appels manqués de Grégoire, 2 de Méline, un seul texto. Maman, où est-ce? Pas d'excuses, pas d'explication. Juste de la confusion, comme si j'avais disparu, comme si j'étais celle qui avait oublié de se présenter. Je n'ai pas répondu à la place. J'ai dézippé ma valise, sorti mon carnet, celui que j'utilise pour les listes de courses et les pensées que je ne dis jamais à voix haute, et écrit quelque chose sur une page vierge. Je ne suis pas de rechange. Je ne suis pas en trop. Je ne suis pas un accompagnement à la table de quelqu'un d'autre. J'ai fixé la phrase longtemps. Puis j'ai souligné, j'aurais pu pleurer il y a 1 an. Il y a 5 ans. Je l'aurais fait, mais ce soir, les larmes ne venaient pas. Ce qui venait à la place était une étrange clarté. Comme marcher dans de l'eau froide, choquante, mais propre. Ce n'était pas juste à propos de ce dîner ou de l'aéroport, c'était les années qui y ont conduit, les anniversaires qu'ils ont sautés, les messages vocaux laissés sans réponse, les invitations de dernière minute qui semblaient toujours des obligations. Jamais de la joie. Je me souvenais de Noël il y a 2 ans, quand Méline a appelé. Dites, nous aimerions t'avoir si c'est pas trop compliqué de venir. Cette pause dans sa voix, la façon dont elle a dit si j'ai fait un jambon, j'ai pris le bus, je me souvenais du 40e anniversaire de Grégoire, je lui avais envoyé un portefeuille en cuir avec ses initiales gravées. Il a renvoyé un texto groupé qui disait « Merci pour les cadeaux ». Tout le monde,
Je me souvenais de la pièce d'école de Rubis, comment j'avais trouvé le flux en direct moi-même. Et regarder sur mon petit ordinateur portable avec un verre de vin et une boule dans la gorge, elle ne savait pas que je regardais. Personne ne l'a mentionné. Et pourtant, je continuais à me présenter jusqu'à aujourd'hui. Peut-être faut-il se tenir seul sur un trottoir dans une ville différente pour voir la forme de ce qui a toujours été là. Je ne faisais pas partie de leur vie. J'étais un accessoire, une commodité, un remplaçant pour quand ils avaient besoin de se souvenir de leur meilleur eux. J'ai regardé autour de la chambre de motel. Laid, honnête, fonctionnel. C'était l'endroit le plus honnête où j'avais été depuis des années. Je me suis levé, fait une tasse de thé de motel avec la machine à café en plastique et me suis assise en tailleur sur le lit avec ma deuxième part de tarte. Pas d'assiette en porcelaine, pas de serviette en lin, juste un sac en papier blanc et une fourchette en plastique. Et pourtant, ça avait le goût de quelque chose que j'avais gagné. Le plafond de la chambre de motel avait une fissure fine qui courait au-dessus du lit comme une carte routière. Je l'ai fixée pendant que le radiateur sifflait et cognait des hoses. J'entendais le vent gratter contre le bardage. Et le grondement occasionnel d'un moteur sur l'autoroute. À proximité, un homme, 2 chambres, plus loin, toussait. Profondément, of humide. Misérable, quelque part, une toilette à tirer. C'était pas une nuit paisible, mais c'était une nuit honnête. Vers 2 du matin, je me suis enfilé dormir. La couverture rugueuse tirée jusqu'au menton, mon carnet encore ouvert sur la table de chevet. J'ai dormi dans les vêtements dans lesquels j'étais arrivé. Trop fatigué pour me changer, trop lasse pour défaire à nouveau. Le matin, je me suis réveillé avant le soleil. Une habitude que je n'ai jamais perdue. Même après la retraite, mon corps insiste pour être utile à 6 heures. J'ai fait une autre tasse de café faible avec la machine de la chambre et regardé le ciel s'éclaircir à travers les stores. La tarte était partie, le thé aussi, mais le calme restait à 7H12. Mon téléphone a vibré. Maman, je suis vraiment désolé. Il y a eu une confusion avec le ramassage. Nous pensions que ton vol était demain. Peux-tu venir à la maison aujourd'hui? Les enfants veulent vraiment te voir. Grégoire, pas d'explication pour la photo. Pas de mention du dîner. Pas d'excuse pour avoir posté une action de grâce sans moi. Juste de la confusion. Et peux-tu... J'ai fixé le message, puis posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. À la place, je me suis habillée, brossé les cheveux, mis un peu de rouge à lèvres. Ce n'était pas pour les voir. Je n'y allais pas. C'était pour la dignité. Pour me rappeler que je pouvais encore décider comment je me présentais au monde, même si personne ne regardait. Le hall avait un bol de pommes abîmées et une carafe de café qui avait un goût de carton brûlé. J'ai pris une pomme et l'ai glissée dans mon sac. Fait le check-out. L'homme derrière le comptoir a à peine levé les yeux de son récapitulatif de football. T'es rose. Il faisait froid et propre. Le vent s'était calmé. Le ciel était ce bleu fragile qui n'arrive qu'en novembre. Vif, haut, sans fin. Je ne suis pas retourné à l'aéroport tout de suite. À la place, j'ai marché. Il y avait quelque chose que je devais faire d'abord. 1 kilomètre plus loin, niché entre une station-service et un magasin de pneus fermés, il y avait un petit bureau postal. Je suis entré et demandé une enveloppe et un stylo où vendaient des timbres. Et je demandais,
bien sûr, a dit l'employé. Elle était jeune, gentil, avec du vernis écaillé sur les ongles. J'en ai besoin d'un pour une lettre à la Normandie. Et je dis, elle me l'a tendu, et j'ai écrit l'adresse de mémoire Emma Wexler, 12 rue des Étangs, Seine, Normandie. Ma petite fille. Emma était la fille de Grégoire, de son premier mariage, la seule qui m'appelait encore juste pour parler. Elle avait 23 ans maintenant. Finissait l'école d'infirmière, elle m'envoyait des photos de son chat, me disait quand elle réussissait ses examens, demandez ma recette pour la farce de pain de maïs. L'enveloppe est restée vide un moment, puis j'ai sorti une page de mon carnet et commencé à écrire. Emma, ma chère, tu m'as dit un jour que j'étais ton refuge. Je veux que tu saches que l'entendre signifiait plus pour moi que la plupart des choses dans ce monde. Cette action de grâce ne s'est pas passée comme prévu. J'ai traversé le pays pour une table où je n'étais pas censé m'asseoir, mais j'ai trouvé quelque chose dans le calme que je n'attendais pas. De l'espace pour me souvenir de qui je suis, sans attendre que quelqu'un d'autre le dise d'abord. J'ai continué à écrire, pas amer, pas dramatique, juste réel. Quand j'ai scellé l'enveloppe, je me suis sentie plus légère. À 10H35, j'ai réservé un billet pour rentrer. Même compagnie aérienne, même porte, femmes différentes à l'embarquement. Le vol n'était qu'en soirée. Alors, j'ai trouvé un café près du terminal avec de grandes fenêtres et de bons scones. Et je suis restée là pendant des heures avec du thé et un stylo, passant en revue des choses trop longtemps. Non, dites, je n'ai pas écrit à Grégoire. Je n'ai pas appelé Méline. Je ne leur ai pas dit où j'étais. Ils verraient l'appel de retour manqué, se demanderaient peu, être ou pas. J'étais pas en colère. J'étais fini. Verse 16 hour. La lumière a changé. Une sorte de brume dorée qui rend même les parkings magnifiques. J'ai regardé un petit garçon courir vers une camionnette. Son sac a dos rebondissant. Il s'est retourné et a fait signe à sa grand-mère, qui était plus lente mais souriante. Elle a fait signe en retour et il a couru vers elle, saisissant sa main comme si c'était son encre. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent et j'ai murmuré à moi-même. Et pas fort, pas amer, juste clair, je méritais ça aussi. L'avion, pour rentrer, était à moitié plein. Une bénédiction, vraiment, j'avais toute une rangée pour moi. Le siège près de la fenêtre était froid. Quand je me suis assise et je l'ai laissé ainsi, je n'ai pas pris la peine de plier mon manteau ou de lisser la ceinture de sécurité sur mes genoux. Pour l'instant, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de me rendre soignée pour le confort de quelqu'un d'autre. L'hôtesse de l'air a offert un sourire doux. Rentrez chez vous ou quittez-le, a-t-elle demandé en posant un gobelet en plastique d'eau sur mon plateau. Les deux, ai-je dit, d'une certaine manière, elle n'a pas demandé plus, juste hoché la tête. Et continué, ce genre de compréhension discrète. Ra et gentil. J'ai regardé par la fenêtre pendant le décollage, regardant la ville grise rétrécir sous nous, regardant les pistes se croiser comme des cicatrices fanées, alors que l'avion s'élevait, le ciel s'ouvrait plus large, bleu en haut et en bas, et rien entre eux, sauf le bourdonnement sourd des moteurs et ma propre respiration. Je pensais que je ressentirais à nouveau du chagrin, une vague. Je l'attendais, comme on attend une turbulence.
Mais ça n'est pas venu. Je ne ressentais pas la paix non plus. Pas encore, mais je me sentais immobile, enracinée, présente. C'était nouveau, à mi-chemin du vol. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et l'ai rallumé. Je me suis dit que je vérifiais juste l'heure. Mais bien sûr, les notifications ont afflué. 4 textos de Grégoire, une message focal. Maman, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, appelle-moi. Les enfants demandaient où tu étais. Méline a dit qu'elle pensait que tu savais qu'on avait avancé le dîner d'un jour. Peux-tu parler ? Je n'ai pas ouvert le message vocal. Je ne l'ai pas supprimé non plus. Je l'ai laissé attendre. Comme j'avais attendu, j'ai éteint le téléphone à nouveau. Quand nous avons atterri, il faisait déjà noir. Ma petite ville brillait d'une manière discrète et familière. Le chauffeur de la navette qui m'a ramené au parking était un homme plus âgé avec une lueur dans l'œil. Il a demandé si j'avais rendu visite à la famille et j'ai souri. Était pas exactement. À la maison, ma lumière de Porsche était toujours allumée. Je l'avais laissée par habitude, comme si je m'attendais à revenir, fatiguée et pleine. Et enveloppée dans la chaleur de la famille, à la place, je suis entrée avec des miettes de tarte dans mon sac et un esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Ma maison sentait la lavande et le vieux bois. Le radiateur s'est allumé avec un claquement réconfortant. J'ai posé ma valise et accroché mon manteau. Je me suis déplacée lentement, pas à cause de l'âge, mais par intention. J'ai fait une tasse de thé à la camomille et me suis assise à la table de la cuisine, la même table où j'avais organisé des années d'action de grâce, où Grégoire avait renversé de la sauce un jour et Emma avait découpé des flocons de neige dans des serviettes, où Méline s'était assise, lèvres pincées, regardant son téléphone plus que mon visage. J'ai regardé autour de la pièce comme si elle appartenait à quelqu'un que j'étais encore en train de rencontrer. Puis j'ai ouvert le tiroir à côté du frigo. Ce tiroir, celui avec les dossiers, celui étiqueté Grégoire et Emma, est juridique. J'ai sorti le dossier de Grégoire. Il était épais. Rétus, copie de chèque, impression d'aide au paiement des frais de scolarité. Une facture d'un mécanicien que j'avais aidé à payer quand sa transmission a lâché. La cosignature d'hypothèque de 2010, la compte pour l'école maternelle privée que j'avais avancée pour Rubis avec une note de l'écriture de Méline. On te remboursera après le bonus. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai tourné chaque page soigneusement, comme pour soigner des blessures, pas par colère, pas même par tristesse, par clarté. Puis j'ai atteint le dossier plus mince étiqueté Emma, carte d'anniversaire, photo qu'elle m'avait envoyée, une impression de son annonce de remise de diplôme universitaire, des notes manuscrites à l'encre pétillante. Un merci pour avoir aidé à couvrir un frais de cours, une carte postale de Bretagne. J'aimerais que tu sois là. L'automne est sauvage et merveilleux. J'ai fermé les 2 dossiers et me suis adossée. Puis j'ai pris mon carnet et cette fois, je n'ai pas écrit de sentiments. J'ai écrit un plan. Le lendemain matin, j'étais à la banque avant l'ouverture des portes. Une légère gelée couvrait les marches, les rendant glissantes. Mais je les ai gravies lentement et sûrement, portant mes plus vieilles bottes et ce même cardigan bleu marine. Le cardigan n'allait pas avec mon écharpe. Mais je ne me souciais plus des apparences. Je me souciais de l'action. Le caissier, un jeune homme, aux yeux gentils
et au sourire nerveux, m'a accueilli avec la politesse réservée aux personnes âgées. Bonjour, Madame Wexler. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Je voudrais parler à quelqu'un de mes comptes. Ai-je dit? Tous. Il a hoché la tête, jeté un œil à un écran, puis appelé à l'arrière. Quelques minutes plus tard, j'étais conduite dans un bureau vitré avec des chaises douces et une légère odeur d'encre d'imprimante. Une femme nommée Nathalie s'est présentée comme ma gestionnaire de compte. Elle ressemblait à quelqu'un qui faisait du yoga à l'heure du déjeuner et avait toujours des amandes dans son sac. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, Madame Wexler? Je veux suspendre tous les paiements automatiques. Tous. À partir d'aujourd'hui, elle a cligné des yeux. Tous. Oui. Elle a tapé quelques touches. Les sourcils se haussant légèrement en parcourant l'écran. Vous avez pas mal de virements récurrents à des membres de la famille. Paiement de frais de scolarité, assurance auto, quelques dons programmés à des œuvres caritatives aussi. Gardez les œuvres caritatives. Ai-je dit, arrêtez le reste. Une longue pause. Voulez-vous parler de pourquoi? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et à son crédit, elle n'a pas rempli le silence de fausses préoccupations. Non, ai-je dit, j'ai déjà passé assez de temps à m'expliquer. Cinq. Elle a hoché la tête, complice. Pendant qu'elle travaillait, je me suis assise dans le calme de ce bureau et regardé le monde bouger dehors par la fenêtre. Une mère luttant avec un bambin dans un siège auto. Un homme plus âgé poussant un déambulateur. Un camion de livraison au ralenti trop longtemps. Fight, a dit Nathalie, enfin, tout est suspendu. Je préparerai les documents pour une annulation complète. Si vous voulez revenir signer demain, je le ferai. Elle a hésité. Il y a aussi une procuration dans le dossier. Grégoire Wexler, voulez-vous qu'il ait toujours accès? J'ai senti mon pouls ralentir, pas accélérer. Non. Ai-je dit, révoquez-la. Complice, elle a imprimé le formulaire et je l'ai signé de main stable. Quand j'ai quitté la banque, la gelée avait fondu. Je n'ai pas précipité. Je me suis arrêté à la boulangerie au coin, acheté un petit pain frais et pris le chemin long pour rentrer. Ce n'était pas pour punir Grégoire, pas vraiment. C'était pour tracer une ligne là où je ne l'avais pas fait avant. Pour reconnaître que l'amour ne grandit pas du sacrifice seul. Il a besoin de lumière, il a besoin de vérité. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon notaire. M. Altman avait géré nos affaires pendant plus de 30 ans. Il nous avait aidés à acheter la maison, régler le testament de mon mari, même rédiger la première version du mien en 2005. Sa voix était chaleureuse mais prudente. Madame Wexler, que puis-je faire pour vous? Je voudrais modifier ma succession. Et je dis, et je veux établir une fiducie pour Emma. Oui, il n'a pas demandé pourquoi. Il n'avait pas à le faire. Les gens comme M. Altman ont vu toutes les versions de déception familiale qui existent. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain. Quand j'ai raccroché, je n'ai ressenti ni triomphe, ni victoire, juste de la clarté. Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche avec une couverture autour des épaules et du thé refroidissant sur la rambarde. Quelques voisins passaient. L'un a fait signe. L'autre, non. La rue était calme et je me sentais pas bien, pas guéri, mais stable.
comme si j'avais enfin cessé de frapper à une porte qui ne s'ouvrirait jamais. Le lendemain matin, le ciel était doux et bas, ce gris d'hiver pâle qui enveloppe les maisons comme de la gaze. Je me suis habillée lentement, pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que je ne voulais pas précipiter ce qui venait ensuite à 9 précises. J'étais dans le bureau de M. Altman, un petit bâtiment à 2 étages avec des volets verts et une réception qui sentait légèrement le vieux papier et le vernis à plancher. Les mêmes photos encadrées d'or étaient accrochées là où elles l'avaient toujours été. Ses enfants, son bateau, son bulldog avec un chapeau de Père Noël. Il s'est levé quand je suis entrée. Toujours aussi poli qu'à 20 ans, Madame Wexler a-t-elle dit, tendant la main, « C'est bon de vous voir. Et vous, Monsieur Altman ?» Nous nous sommes assis dans son bureau, même chaise en cuir, même horloge murale tic-tac, même pile de formulaires sur son bureau, bien que maintenant ses lunettes de lecture étaient plus épaisses et sa moustache passée de poivre et sel à blanc comme neige. Que changeons-nous aujourd'hui ? A-t-il demandé doucement. Mon testament, ai-je dit ? Et je veux créer une fiducie, tout ce que je possède, chaque centime, chaque actif. Je veux que ce soit protégé. Et je veux que ça aille à Emma, seulement Emma. Il n'a pas cligné des yeux, juste hoché la tête. Et sorti un bloc-notes juridique. Je suppose que nous retirons Grégoire et Méline. Oui, ils ont eu assez de moi. Plus qu'assez. Pas, hein ? Il a levé les yeux à cela. Mais n'a pas commenté. Je veux que ce soit hermétique. Ai-je continué ? Pas de porte dérobée. Pas de faille. Emma est la bénéficiaire. Elle obtient tout quand je serai partie. Et d'ici là, elle peut accéder à la fiducie pour l'éducation, les logements, la santé ou les urgences. Je déciderai ce qui compte comme une urgence. Altman a souri un peu. Vous y avez bien réfléchi. C'est vrai. Et votre maison ? Votre compte de pension ? Les certificats de dépôt ? Tout. Si ça porte mon nom, ça va à la fiducie. Compris ? Et vous voulez conserver le contrôle total de votre vivant ? Bien sûr. Exactement. Il s'est adossé. Emma est une bonne fille. L'a toujours été. J'ai senti quelque chose dans ma gorge se serrer. C'est la seule qui me voit encore comme une personne, pas un porte-monnaie. Tom. Altman n'a pas tiqué à l'amertume dans ma voix. Alors, assurons-nous que vos souhaits soient honorés. Pendant l'heure suivante, nous avons passé en revue chaque élément, y posait des questions. Je donnais des réponses fermes, plus d'incertitude, plus de bénéfice du doute. Quand nous avons atteint la fin, il a rassemblé les papiers dans un dossier et m'a regardé avec quelque chose proche de l'admiration. J'aurai le brouillon final prêt dans quelques jours. A-t-elle dit ? Nous le ferons notarier et ce sera fait. Merci. Ai-je dit ? Les pensantes. Die Hose, l'air était devenu vif. J'ai marché jusqu'à la maison lentement, m'arrêtant une fois pour acheter un petit poinsettia chez le fleuriste. Je ne décorais plus beaucoup, mais je voulais quelque chose de lumineux sur la table de la cuisine. Quelque chose de vivant au moment où j'ai franchi la porte. Le téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai répondu quand même « Mamie !» C'était Emma. Sa voix essoufflée, nerveuse. Schaude, j'ai reçu ta lettre. Je me suis assise à la table de la cuisine. Vraiment, Dieu, je ne savais pas ce qui s'était passé.
Papa et Méline ont dit que tu avais annulé ton vol à la dernière minute. Ils ont fait comme si tu avais juste changé d'avis. Bien sûr. J'étais là. Et je dis doucement. J'ai atterri. Tendo. J'ai vu les photos. Emma, c'est tout, ouais. Je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré. Je n'avais aucune idée. Yes, ma chérie, c'est pas ta faute. J'aurais dû appeler. J'aurais dû vérifier. Tu ne savais pas. Tu n'es pas celle qui a fait ce choix. Elle a reniflé à l'autre bout. Tu m'as tellement manqué ce jour-là. Ça ne semblait pas juste sans toi. Pour la première fois depuis l'aéroport, les larmes ont piqué derrière mes yeux. Mais elles n'ont pas coulé. Pas cette fois. Merci. Et je dis, ça signifie plus que tu ne le sais. Il y avait un silence entre nous, pas gênant. Juste plein. Mamie, a-t-elle dit enfin. Puis-je venir te rendre visite le week-end prochain? J'ai une pause dans les cours, je prendrai le train. Mon cœur s'est épanoui avec quelque chose de doux et douloureux. Bien sûr. Ai-je dit, la chambre d'amis est prête. J'apporterai l'échiquier. A-t-elle dit, tu joues toujours. Je n'ai jamais arrêté. Nous avons raccroché quelques minutes plus tard. Je suis resté là à la table, la main encore posée sur le téléphone. Pour une fois, je ne me sentais pas oublié, je ne me sentais pas invisible, je me sentais vu. Si, ça m'aidait. Juste après-midi, je me tenais à la gare dans mon manteau le plus chaud, regardant les passagers descendre du 1137 de Caen. La plateforme sentait le diesel et la vieille pluie. Je serrais le sac en papier dans mes mains. Un sandwich et une pomme. Au cas où elle aurait oublié de manger. Et puis elle était là, Emma, est descendue du train portant un sweat à capuche oversized et un Jean, ses boucles sombres, rentré sous un bonnet, un sac en toile usé jeté sur une épaule. Elle semblait plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue, plus vive d'une certaine manière. Mais quand elle m'a repéré, son visage s'est illuminé de quelque chose de pur et d'incontestable. Elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras, comme si elle le pensait. C'était aussi simple, pas de questions, pas d'excuses, pas de tension flottant dans l'air entre nous. Juste ses bras autour de moi, serrés et réels. « Salut, mamie » a-t-elle murmuré dans mon épaule. « Salut, ma petite » Et je dis « Tu es là ». Nous sommes rentrés en silence un moment. Elle regardait les rues comme si elle essayait de les remémorer. Je conduisais lentement, prudemment, la laissant tout absorber. Le quartier n'avait pas beaucoup changé, mais ça semblait différent avec elle à côté de moi. À la maison, j'ai fait du thé pendant qu'elle posait son sac dans la chambre d'amis. Elle est revenue avec cette aisance familière de quelqu'un qui appartenait, se pelotonnant dans le coin du canapé comme si elle n'était jamais partie. L'échiquier attendait sur la table basse. Nous avons joué une partie. Elle a gagné, puis nous en avons joué une autre. Je l'ai gagnée celle-là, à la loyale. Plus tard, nous nous sommes assises à la table de la cuisine, toutes deux tenant des tasses de thé. Le poinsettia que j'avais acheté plus tôt dans la semaine trônait au milieu. Toujours rouge, toujours vivant. J'ai relu ta lettre dans le train, a-t-elle dit, traçant le bord de sa tasse. Je ne t'avais jamais vu écrire comme ça avant. Je n'avais jamais eu à le faire. Ai-je dit, je pensais que rester silencieuse était une forme de grâce. Mais dernièrement, je pense que ça m'a juste rendu facile à ignorer. Emma m'a regardé. Je ne t'ai jamais ignoré. Yes, yes. Elle a hésité. Papa ne sait pas que je suis ici. Je m'en doutais. Il a appelé il y a quelques nuits, a demandé si je t'avais vu depuis l'Action de grâce. Yeah.
N'est pas mente. J'ai juste dit qu'on n'avait pas encore parlé. C'était gentil. Elle a secoué la tête. C'était pas de la gentillesse. C'était de l'épuisement. J'en ai marre de prétendre que les choses sont normales. Ça m'a surprise. Emma avait toujours été prudente, diplomatique, la gardienne de la paix dans sa famille fragmentée. L'entendre dire cela, calmé, stable, m'a dit qu'elle grandissait en quelque chose de fort. Tu n'as pas à prétendre ici. Et je dis, Yamais. Elle a hoché la tête. Toi non plus. Nous sommes restés en silence, juste à siroter notre thé. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je n'avais pas besoin que Grégoire ou Méline se prosternent ou expliquent ou tissent une autre histoire sur ce qui s'était mal passé. Je n'avais pas besoin d'un texto ou d'un message vocal ou d'une invitation trop tardive. J'avais ça, ma maison, mon thé, ma petite fille. J'avais moi-même. Ce soir-là, Emma a proposé de faire le dîner. Elle a cuisiné des pâtes avec de l'ail et des épinards. Et j'ai râpé du fromage pendant que nous parlions de tout et de rien. Nous avons regardé un film idiot après et ri trop fort à des parties qui n'étaient pas vraiment si drôles. Avant de se coucher, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et a dit « Ma mère, je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas. I promise. Je ne peux pas promettre l'éternité. » Et je dis mais je ne vais nulle part pour l'instant. Elle a souri, puis m'a serré dans ses bras à nouveau, plus doucement cette fois, mais pas moins réelle, après qu'elle est allée se coucher. Je suis resté dans le calme du salon, l'horloge tic-tac comme un métronome lent derrière moi. J'ai regardé les photos sur le manteau de la cheminée. Certains visages s'étaient fanés, certains cadres étaient vides. Maintenant, mais une photo tenait toujours haut, moi tenant Emma bébé, mes cheveux plus sombres, alors mon visage plus doux, mais la prise de mes mains autour de son petit corps tout aussi stable. Je l'ai regardé longtemps, puis je me suis levé, éteint la lumière et suis allé me coucher. Emma est partie dimanche après-midi. Nous nous sommes attardés sur le porche, un moment avant son train. Je lui ai tendu un contenant de restes de pâtes, une écharpe pliée que j'avais tricotée l'hiver dernier, et une sorte d'amour discret que je n'avais pas besoin d'expliquer. Elle a embrassé ma joue et promis d'appeler mardi, puis elle était partie, un rapide signe de la main depuis la fenêtre arrière du train, son souffle embuant la vitre. Je suis resté là jusqu'à ce que le train ait rétréci à rien. Puis rentré, la maison semblait plus calme que d'habitude, mais pas de manière solitaire. C'était le genre de silence qui suit, après que quelque chose d'important a été dit. Un silence, avec forme et poids. Je me suis déplacé dans les pièces lentement, ramassant les tasses, pliant la couverture du canapé, replaçant l'échiquier sur l'étagère. Quand j'ai atteint la cuisine, j'ai ouvert le tiroir à nouveau. Les dossiers étaient là où je les avais laissés. Celui de Grégoire, encore épais de papier, celui d'Emma, encore léger. Mais c'était plus juste à propos d'eux, c'était à propos de moi. Je sorti un bloc-notes jaune et commençais à lister tout ce que j'avais payé au cours des 15 dernières années, pas juste l'argent donné directement, mais les choses que j'avais couvertes discrètement. Réparation domestique, franchise médicale, frais juridiques. Quand Grégoire a quitté sa première femme, le dépôt pour leur deuxième voiture,
Les courses, quand Méline était trop fatiguée pour faire les magasins, les collectes de fonds scolaires, où j'avais été culpabilisée à donner un chèque au lieu d'une visite. Ligne par ligne, je les ai écrites quand j'ai fini. La liste s'étendait sur 4 pages. C'était étrange. Je ne m'étais pas pensée généreuse. Juste utile. Fiable. Quelqu'un qui aidait, parce que c'est ce que font les mères. C'est ce que je faisais. Mais en regardant les chiffres, je l'ai vu clairement. J'avais subventionné leur vie. Et en retour, ils m'ont donné de la politesse. Des anniversaires creux, des sourires fatigués, une chaise près du porte-manteau quand il n'y avait pas de place à la table principale. Je n'étais pas en colère. Pas vraiment. J'étais juste finie. Ah, 15 age 17. Mon téléphone a sonné. Le nom de Grégoire sur l'écran. Je n'ai pas décroché. 1 minute plus tard, une message vocal, puis un texto. Salut, maman. Juste pour vérifier. J'espère que tout va bien. Fais-moi savoir quand tu es libre pour parler. Pas d'urgence, pas de détails. Juste un léger coup de coude, comme si rien ne s'était passé. Comme s'il ne m'avait pas laissé sur un trottoir dans une autre ville pendant qu'il découpait une dinde et prenait des photos de famille où je n'étais pas censée être vue. J'ai supprimé le message vocal sans l'écouter. Les textos, je les laissais non lus. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie. Ce n'était pas pour une occasion spéciale. Juste pour l'immobilité, pour le calme de la maison. Et la façon dont la lumière attrapait le bord du comptoir de la cuisine, j'ai versé un verre de vin, une des bonnes bouteilles que j'avais gardées pour un vrai jour férié. J'ai mis un seul couvert à la table, réchauffé un bol de soupe restante. Et je me suis assise, pas à faire défiler, pas à attendre, pas à espérer que le téléphone sonne. Je me suis assise dans ma propre vie. Plus tard, avant de me coucher, j'ai ouvert mes courriels. Trouvé le dossier étiqueté « Voyage ». Au bas se trouvait le reçu de mon vol pour l'Action de grâce. Aller-retour complet. Je l'ai transféré à moi-même, puis ajouté une note dans l'objet « Preuve de départ et retour ». Pas de sauvetage, pas de réunion. Juste moi. Je ne l'ai envoyé à personne d'autre. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, j'ai appelé M, Altman à nouveau. J'ai réfléchi, lui ai-je dit, je veux ajouter une clause à la fiducie. Bien sûr, a-t-il dit, à quoi pensez-vous? Je veux qu'Emma soit la seule exécutrice, mais je veux aussi une lettre jointe, pas une légale. Une personnelle crédit. Vous pouvez inclure une déclaration d'intention. A-t-il dit, ça ne changera pas la légalité, mais ça peut expliquer vos raisons. Bien. Alors je l'écrirai. Ce même matin, je me suis assise et commencé. À quiconque lit ceci après mon départ, si vous vous demandez pourquoi les choses ont été divisées ainsi, permettez-moi de dire clairement, ce n'est pas une punition, c'est de l'honnêteté. J'ai passé ma vie à donner, discrètement, constamment. Mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour, la présence sans soin n'est pas une famille. J'ai choisi la seule personne qui m'a vue avant que je ne disparaisse. Je n'ai pas fini la lettre ce jour-là. Je n'avais pas besoin de me précipiter. Certaines choses méritent d'être écrites lentement. Le mardi est passé, sans appel d'Emma. Pas parce qu'elle avait oublié, mais parce que nous avions convenu. Elle avait des cliniques cette semaine et ne voulait pas être distraite. J'appellerai vendredi, avait-elle dit, après mon service. Même heure, je lui faisais confiance. Ce matin-là, cependant, quelqu'un d'autre a appelé Mélina. Son nom a illuminé mon écran comme un panneau d'avertissement. Toute lettre brillante et mauvais timing,
Je l'ai laissé sonner. Puis 30 secondes plus tard, l'ites tu est arrivé. Salut, Irène. J'espère que tu vas bien. Grégoire a mentionné que tu étais difficile à joindre récemment. Retrouvons-nous bientôt. Pas de ponctuation. Où ça comptait? Pas de chaleur où ça importait. Retrouvons-nous. Nous n'étions pas d'anciennes collègues. Pas des voisines qui empruntaient du sucre une fois. J'avais été sa belle-mère pendant presque 15 ans. J'avais aidé Méline à trouver son premier vrai travail après la naissance de Rubis. Je lui avais envoyé des paniers de soins quand elle avait eu sa vésicule biliaire retirée. J'avais payé pour les fleurs de l'enterrement de sa mère quand leur budget était trop serré. Retrouvons-nous. J'ai posé le téléphone sans répondre. Plus tard, cet après-midi, comme sur un signal, un autre message est arrivé, celui-ci de Grégoire. Maman, Méline a essayé d'appeler. Nous commençons à nous inquiéter. Peux-tu juste nous dire que tu vas bien? L'ironie de la chose. Ils m'ont laissé à un aéroport, mais maintenant ils étaient inquiets. Pas quand je me tenais avec ma valise sans ramassage. Pas quand je marchais vers un dîner avec des doigts gelés. Pas quand ils ont posté une photo qui disait « tout le monde avec leurs bras autour l'un de l'autre et aucune place pour moi ». Moi, ils sont quand le silence leur faisait écho. Ils paniquaient. Le silence est puissant. Il déstabilise ceux qui sont habitués à votre bruit, votre don, votre oui. J'ai gardé le téléphone éteint pour le reste de la journée. Ce soir-là, je suis montée dans le grenier, pas pour une raison dramatique, juste pour trouver un vieux livre de recettes qu'Emma avait demandé un jour, celui avec mon crimble aux pommes griffonnées dans les marges. J'étais pas montée depuis des années, les boîtes sentaient la poussière, et le vieux pain et l'isolation s'enroulaient comme du papier oublié dans une boîte étiquetée 1990-2005. J'ai trouvé le livre Et and the Sous, des lettres des designers, des cartes de Grégoire adolescent, des dessins d'Emma enfant, des notes de remerciements d'amis et cousins partis depuis longtemps, une photo de mon mari en costume du dimanche, tenant une tarte à la citrouille comme un prix. Je me suis assise en tailleur sur le sol et laissé le passé reposer sur mes genoux. Tant de morceaux de moi-même que j'avais rangés pour faire de la place aux autres. J'ai pensé à Grégoire, petit garçon. Comment il insistait pour dormir la tête contre ma poitrine parce que ton cœur est plus fort que la pluie. Comment il pleurait si je partais trop tôt au travail. Comment je lui avais appris à lasser ses chaussures avec 2 boucles au lieu d'une parce que ça avait plus de sens pour lui. Je l'avais aimé si complètement autrefois. Peut être encore, mais l'amour n'excuse pas la négligence. Et le pardon ne signifie pas le retour. Pas toujours. J'ai remis les lettres soigneusement, fermé la boîte, et cette nuit-là, quand la maison était sombre et le monde silencieux, j'ai ouvert le carnet et ajouté 2 lignes de plus à la lettre pour la fiducie. Emma, tu m'as vu non par obligation, pas pour ce que j'ai donné, mais parce que tu as choisi de le faire. C'est ça la famille. Le choix, on le respecte. La vérité, le stylo semblait plus lourd que d'habitude dans ma main, mais j'ai écrit quand même. Le lendemain, j'ai conduit en ville et allé directement chez le notaire. C'était à l'arrière d'un magasin d'expédition, après des étagères de papier bulle et un présentoir de cartes de vœux fantaisistes. L'homme derrière le comptoir avait des mains gentilles et une façon de parler longue. Prudente, son badge disait « Dave, j'ai besoin de faire notarier une lettre. » Ai-je dit, dépliant les pages que j'avais écrites
et quelques documents de fiducie préparés par mon avocat. Il a jeté un œil à la première page, puis à moi, Grants Changements. J'ai hoché la tête, en retard depuis longtemps. Il n'a pas demandé plus, juste tendu un stylo et guidé à travers chaque signature avec l'efficacité discrète de quelqu'un qui a vu toutes sortes de fins et de débuts passer sur son comptoir. Quand ce fut fini, je me suis sentie plus légère. Pas libre, pas encore, mais plus claire, comme si la route devant avait moins de virages. Je me suis arrêtée à l'épicerie après, pris du lait et des oranges, un bouquet de lilas qu'ils avaient marqué à moitié prix, le genre de choses qu'on achète quand la vie est à nouveau stable. Quand on choisit sa propre paix, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre vous la donne, à la maison, j'ai posé les fleurs dans le vase ébréché près de l'évier de la cuisine. L'odeur de lilas s'est répandue lentement dans la maison. Douce et certaine, j'ai retiré mon manteau, l'ai plié et posé sur le dossier de la chaise. Mon téléphone a vibré juste quand je rangeais les courses. Grégoire, Uncle, Maman, nous devons vraiment parler. Tu ne réponds pas. Et ça empire les choses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous sommes inquiets. S'il te plaît, appelle-moi. Le message était plus long que d'habitude, les bords de la panique apparaissant, mais toujours pas de réelle excuse. Pas de mention de ce qui s'était passé, pas de responsabilité. You still absent. Et maintenant, l'inconfort de celle-ci, il n'était pas désolé de m'avoir oublié. Il était désolé que j'ai cessé de combler les vides. Je me suis assise, fixé l'écran, puis éteint à nouveau. Cet après-midi, j'ai sorti les dossiers une fois de plus, celui de Grégoire, celui d'Emma, le paquet de la fiducie, et les ai tous verrouillés dans ma boîte ignifuge, glissés sous le lit, pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que j'avais fini d'expliquer, fini de demander, fini d'attendre. J'ai fait de la soupe ce soir-là, lentilles, carottes, ale. Mes mains savaient encore mesurer par instinct. J'ai cuisiné pour pas pour l'absence. J'ai mis la table, pas en deuil, mais en rituel, en respect. Pour moi-même, la soupe était bonne. Plus tard, je me suis assise sur le porche à nouveau, enveloppé dans un châle, l'air juste assez vif pour sentir quelque chose changer. Et alors que les lampadaires s'allumaient un par un, je me suis souvenu d'un moment auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Grégoire avait 10 ans. Il était rentré de l'école avec une lèvre fendue et de la boue sur son jambe. Un autre garçon l'avait poussé dans le champ pendant la récréation. Il n'a pas pleuré. Juste debout à l'évier, rinçant le sang de ses mains, disant « c'est rien, c'est rien ». Je m'étais accroupi à côté de lui. Edith, tu as le droit d'être blessé. Ça ne te rend pas faible. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça, car j'avais été blessé discrètement, constamment pendant des années, et je l'avais laissé passer sans contrôle parce que je pensais que l'endurance était une vertu. Mais ce n'est pas toujours. Parfois c'est juste un retard, parfois c'est juste le coup du silence. J'ai siroté mon thé lentement, laissé la nuit s'installer. Les fleurs dans la cuisine oscillaient légèrement dans un courant d'air, un flou de violet dans l'obscurité. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé, une voiture s'égarait dans une allée. Qualcuno arri, vif et aigu, un son d'une autre vie, et je me suis assise dans la mienne, sans question, sans attente,
juste le poids de mon propre appartenance, enfin entière. C'était vendredi après-midi tard, quand le coup est venu. Je pliais du linge à la table de la cuisine, surtout des serviettes, encore chaudes du sèche-linge quand je l'ai entendu. 3 coups lents, pas le facteur, pas un voisin, genre de coup qui porte l'hésitation derrière. J'ai ouvert la porte et là, voilà. Mélina, ses cheveux étaient trop parfaits, comme si elle les avait brossés et vaporisés dans la voiture. Elle portait des talons trop étroits pour nos trottoirs et un sac fourre-tout sur une épaule. Son visage portait cette expression travaillée que je connaissais, mi-préoccupation. Am I performance? Irène, a-t-elle dit, sa voix presque tendre. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu d'abord, juste écarté et laissé entrer. Elle a jeté un œil autour, en entrant, comme s'attendant à de la poussière ou de la négligence. La maison semblait la même, mais quelque chose dans l'air avait changé. Je le savais. Et je pense qu'elle aussi, je l'ai conduite au salon. Elle ne s'est pas assise avant que je le fasse. Elle a posé son sac soigneusement à ses pieds et croisé les mains sur ses genoux. Je sais que tu es contrarié. A-t-elle commencé, son ton déjà poli. Et je veux juste dire, tout ceci a été un énorme malentendu. Yedit rien. Elle a continué. Grégoire pensait que ton vol était vendredi. C'est ce qu'il m'a dit. Nous n'avions pas réalisé que tu avais déjà atterri. Et la photo? Ai-je demandé? Elle a cligné des yeux. Oui, la photo de l'Action de grâce. La légende qui disait maison pleine. Vous tous souriant à la table. Elle a baissé les yeux. Ça, c'était juste quelque chose que j'ai posté pour les fêtes. Je ne voulais pas te blesser. Mais tout was fate. Elle a relevé les yeux. Trop vite. Eh bien? Oui. Mais je pense qu'il faut passer outre maintenant. Les enfants te manquent. Grégoire appelle. Nous sommes tous juste préoccupés. Tu nous as exclus. J'ai laissé échapper un petit souffle. Non. J'ai juste arrêté de combler le silence pour vous. C'est différent. Sa bouche s'est crispée. Je suis venu ici parce que nous voulons réparer les choses. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé. L'effort derrière son maquillage, l'impatience cachée dans sa posture, l'évitement qu'elle portait comme un parfum. Tu n'es pas venu pour réparer les choses. Ai-je dit? Tu es venu voir si j'étais encore utile. Elle s'est redressée. Ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Elle a jeté un œil vers le couloir, comme si Grégoire pourrait apparaître et la sauver de cette conversation. J'ai assez donné. Ai-je dit calmement, plus qu'assez. Et j'ai décidé où va le reste. Ça a attiré son attention. Ses yeux se sont légèrement plissés. Je ne suis pas en colère. Ai-je dit, je ne suis pas amère. Je suis simplement finie. Irène, a-t-elle dit? Et maintenant sa voix était plus tendue. Place froide, ce n'est pas toi. Yes, size. Ai-je dit, c'est moi maintenant. Il y a eu une pause. Elle s'est agitée sur son siège. Grégoire, sait-il que tu as fait des changements? J'imagine qu'il commence à s'en douter. Son visage a vacillé. Et la maison, tes comptes, pris en charge. Le silence après cela était dense. Une sorte de règlement de compte. Enfin, elle a atteint son sac et s'est levée. Eh bien, a-t-elle dit, sans ton maintenance sec. Je suis désolé que tu ressentes ça. J'ai souri juste un peu. Non. Tu es désolé que j'ai cessé d'accepter moins que ce que je mérite. Elle n'a pas répondu.
juste tourner et marcher vers la porte. Au seuil, elle a hésité. Grégoire est vraiment inquiet. Il devrait l'être. Et je dis, pas parce que je suis partie, mais parce que je ne reviens pas. La porte s'est fermée derrière elle avec le clic le plus doux. Je suis restée là un long moment, la main sur la poignée, l'air encore vibrant de l'échange. Puis je suis retournée à la cuisine, fini de plier les serviettes, allumé une bougie, fait une tasse de thé. Le téléphone a sonné. Une fois ce soir-là, Grégoire encore, je l'ai laissé sonner, pas par cruauté, mais parce que le silence m'appartenait enfin. Laissame dieste venu calme. Je me suis réveillée tôt, pas parce que je devais, mais parce que mon corps s'était remis dans un rythme qui n'était pas gouverné par l'attente ou le bruit de l'horaire de quelqu'un d'autre. Le ciel dehors était pâle et doux, le genre de matin qui ne presse ni ne promet rien, juste se présente. J'ai pris mon thé sur le porche et m'assise sous la vieille courte pointe que je gardais drapée sur le dossier de la chaise en osier. La vapeur montait lentement de la tasse. Quelque part dans la rue, un enfant a crié, suivi du roulement d'un skateboard. L'hiver retenait encore, mais pas pour longtemps. J'ai pensé à la visite de Méline, pas avec regret, pas avec colère. Juste curiosité, comme si je regardais quelqu'un d'autre se souvenir d'une conversation qu'il n'avait jamais vraiment eue. Elle n'était pas venue pour la paix, elle était venue pour le contrôle. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne l'avais pas donné, c'était la victoire. Pas en gagnant, pas en ayant raison, mais en restant enraciné, en ne jouant plus la grâce, juste pour garder les autres à l'aise. Cet après-midi, Emma a appelé, sa voix lumineuse à travers le récepteur. Salut, mamie, je suis en pause, mais je voulais vérifier comment était ta semaine événementielle. Et je dis, sirotant ma deuxième tasse de thé, mais stable. Elle a capté le ton. Il s'est passé quelque chose. Méline est passée. Or, a-t-elle dit, elle et Grégoire voulaient réparer les choses vraiment. Et non. Emma a expiré par les dents. Je suis désolée. Ne le sois pas. Je n'étais pas surprise. Mais je n'étais pas ébranlée non plus. Une pause à son bout. Puis elle a dit doucement, « Tu sembles différente. Vraiment, plus forte. Je pense que je le suis. » Nous avons parlé un moment de ses patients. D'un article qu'elle écrivait du chat qui avait renversé sa lampe préférée. Les choses quotidiennes qui forment les vraies vies. Quand nous avons raccroché, je n'ai pas ressenti cette douleur familière de l'absence. Je me sentais connectée, présente, kleine. Plus tard, j'ai passé l'après-midi à fouiller les tiroirs de la chambre d'amis, pas par urgence, mais parce que je me sentais prête à décider ce qui comptait. J'ai trouvé un ensemble de draps que je n'avais pas utilisé depuis des années. Emma pourrait aimer cela. Une paire de boucles d'oreilles que j'avais gardées pour le 6e anniversaire de Rubis avant d'apprendre que les cadeaux de moi restaient non ouverts dans des tiroirs ou disparaissaient complètement. J'ai tenu les boucles d'oreilles longtemps. Argent, Simples, classiques. Je les avais achetées quand Rubis était encore bébé. Imaginant le moment où elle se tiendrait devant un miroir, les mettant à ses oreilles avant un bal d'école. Mais maintenant, elles semblaient des symboles de quelque chose qui n'était jamais à moi à tenir. Je les ai mises de côté, pas amèrement, juste et une fine. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet à nouveau, pas une lettre cette fois, juste une liste, les choses que je ne devais plus, des explications,
des secondes chances à ceux qui gaspillent les premières, des excuses pour prendre de la place, une place à une table qui ne fait pas de place à l'oscillant. Et à côté, j'ai écrit une autre liste, les choses que j'ai encore, mon âme, ma paix, mon esprit, ma maison, la voix de ma petite fille à mon oreille. Disant plus forte, j'ai déchiré la page et l'ai scotché à l'arrière de la porte du placard sous l'évier, là où seul je la verrai, là où je gardais les gants à vaisselle et les éponges supplémentaires. Un endroit étrange pour la force, mais réel. Cette nuit-là, j'ai mis la table pour une encore, mais cette fois j'ai allumé 2 bougies. Pas parce que quelqu'un d'autre venait, mais parce que j'étais là, pleinement, je m'y suis assise, servi ma soupe et murmuré, pas pour le drame, pas pour la douleur, mais parce qu'il fallait le dire, je suis toujours là. Et je l'étais. J'ai passé le premier dimanche de décembre à décorer le porche. Rien d'élaboré, juste une simple couronne de pin avec un ruban rouge et 2 guirlandes de lumière blanche chaude le long de la rambarde. Je ne l'ai pas fait pour les voisins ou la nostalgie. Je l'ai fait parce que je voulais que la maison brille pour moi pour une fois. À l'intérieur, j'ai mis une bouilloire, allumé la vieille radio et laissé le jazz doux dériver dans les pièces. J'avais l'habitude de décorer pour les enfants des bas avec leurs noms, des biscuits en forme d'étoile et le vieil ange en feutre qu'Emma avait fait à la maternelle. Mais cette année, il n'y aurait pas de bas, pas de chaise supplémentaire, pas d'attente. Cette année, j'ai allumé le feu tôt et mis un seul couvert pour le thé. Les miennes, au moment où le soleil plongeait derrière les maisons de l'autre côté de la rue, le téléphone a sonné. C'était encore Grégoire. J'ai répondu cette fois « Maman ». Sa voix était plus fine que dans mon souvenir. Je suis là. Ai-je dit « calmé »,« stable », une pause. Je ne pensais pas que tu décrocherais. Yes, size, une autre pause, plus longue. J'ai vu les documents, a-t-il dit enfin, de l'avocat, la fiducia, les changements. Je m'en doutais. Son souffle s'est accroché, comme s'il s'attendait à un autre ton. Yeah, je ne comprends pas. Après tout, exactement. I interrompu. Après tout, il sait tout. Tu veux dire l'argent? A-t-il dit finalement? Je veux dire le schéma. Ai-je répondu? L'oubli. Les appels tardifs, les anniversaires manqués, l'aéroport et la photo. Ce n'était pas intentionnel. Non, ai-je dit? C'était pire. C'était pratique. Voilà, la vérité à voix haute, sans excuse. Tu nous punis, a-t-elle dit. Mais ça sonnait moins comme une accusation et plus comme un espoir que je pourrais le nier, le rassurer. Playa, non. Et je dis, je me libère de l'obligation, des vieilles loyautés qui ne bougeaient que dans une direction, de la culpabilité que j'ai portée si longtemps que j'avais oublié ce que c'était la légèreté. Prla, je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. A-t-il murmuré? Yes, yes. Sa voix s'est brisée. Nous sommes toujours ta famille. Non, Grégoire, ai-je dit, j'étais votre famille. Vous n'avez pas été la mienne depuis longtemps. Et avec ça, nous avons fini. Pas avec des cris, pas avec une résolution, juste avec une vérité dite assez doucement pour raisonner pendant des années. J'ai raccroché, me suis tenu à la fenêtre et regardé le lampadaire s'allumer en scintillant. Le lendemain, j'ai envoyé un petit paquet à Emma
À l'intérieur, les boucles d'oreilles en argent enveloppées dans un tissu doux, une copie de la fiducie et une note. Celles-ci sont à toi, pas parce que t'as demandé. Mais parce que tu es venu. Porte-les quand tu te sens incertaine. Tu n'es jamais invisible dans cette maison. Ni alors, NI Maintenance. Ni jamais. Elle a appelé 3 jours plus tard, pleurant et riant à la fois. Mamie, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je ne sais pas quoi dire. Tu l'as déjà dit, ai-je répondu. Le jour où tu as demandé si tu pouvais venir. Le jour où tu es venu sans avoir besoin d'une raison. Cette nuit-là, j'ai allumé la cheminée et me suis assise dans sa chaleur. Des whores. La rue était calme, saupoudrée de la première neige de la saison. Je les regardais tomber à travers la fenêtre, lente et propre. Et j'ai pensé à toutes les actions de grâce passées, celles que j'ai cuisinées à travers la douleur, celles où je suis restée assise en silence, celles où j'étais invitée comme une arrière-pensée, et puis celle-ci, celle que je me suis donnée, pas de couteau à découper, pas de nappe, pas de seconde portion, juste une marche, un dîner, une part de tarte. Et la chose la plus claire que j'ai jamais goûtée, pas l'amertume, mais la liberté. Et si tu lis ceci, si tu as déjà attendu quelqu'un qui a oublié de t'attendre, écoute bien, tu peux arrêter maintenant. Tu peux allumer une bougie pour toi. Tu peux acheter ta propre fichue tarte. Et tu peux recommencer ici, maintenant. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Quelqu'un là dehors a besoin de savoir qu'il n'est pas seul,